Bonsoir à tous, il est 19 h, l'heure de vous informer sur la première et dans l'actualité ce soir. La terre qui continue à trembler à Mayotte, des séismes modérés dont la fréquence met à nu la fragilité des constructions sur tout le département. Maisons, écoles, bâtiments publics, les dégâts se multiplient. On en parle ce soir avec le préfet Dominique Saurin. Il faut sauver les forêts de Mayotte. Aujourd'hui, le constat est alarmant. La déforestation liée aux plantations illégales prend de l'ampleur. Et si rien n'est fait, dans 10 ans, il n'y aura plus de forêt sur l'île, nous disent les spécialistes. Les autorités ont décidé d'agir. Nous les avons suivis sur le terrain. C'est le dossier du jour. Enfin du sport, le raid des jeunes UNSS s'est tenu aujourd'hui à Dembéni. Une centaine d'élèves venus de différents collèges de l'île y ont pris part. Les images et le classement en fin de journal. Des habitations fissurées, des bâtiments publics fragilisés, ce sont les premiers dégâts provoqués par l'essaim de séisme qui secoue Mayotte depuis 2 semaines. Après avoir fait appel à des experts, la mairie de Bandrélé a décidé de fermer une école de la commune jusqu'à nouvel ordre. Regardez le reportage d'Henriette Wanaïssa et Daniel Abdou. Cette école élémentaire de Mtsamoudou est la plus touchée de la commune. D'importantes fissures sont apparues sur le plafond, les murs. Pourtant, c'est une école qui a été construite en 2016. Le plafond menace de s'effondrer. La mairie ne veut pas prendre de risques. Elle a décidé de fermer cette école par arrêté. On est en train de vérifier, de mener des vérifications, en tout cas au niveau des équipements publics qu'on a dans la commune. Actuellement, on a embauché, en tout cas on a un contrat avec un bureau d'études qui est en train de faire le tour au niveau des établissements pour nous faire un petit rapport à la fin qui nous permettra de prendre des décisions très claires en fonction des situations qui se posent sur le terrain. Ces séismes à répétition qui sévissent depuis près de 2 semaines ont occasionné des fissures, certes, dans les habitations et les écoles élémentaires. Des fissures, aussi mineures soient-elles, fragilisent les bâtiments et inquiètent les personnels. On voit dans les murs de toutes ces écoles-là sont fissurés, que ce soit les salles de classe, que ce soit le bureau, le magasin et même aussi à l'étage aussi. Quand on voit les fissures, ça montre déjà les dégâts qui sont causés par ces séismes. Donc du coup, moi j'ai très peur aujourd'hui. Ici, l'inspecteur académique est passé et a constaté les dégâts. Il a annoncé la venue rapide de la commission de sécurité pour faire un état des lieux. Dans cette école maternelle, l'inquiétude est encore plus grande. Elle abrite des enfants et les enseignants craignent pour leur sécurité à tous. Une vingtaine de fissures a été répertoriée dans cette seule salle de classe. Parce que maintenant, ça atteint aussi les murs sur les côtés et au-dessus de la porte aussi. Si ça se fragilise de plus en plus, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'écrouler, quoi, en gros. Si ça va s'écrouler, en quelques temps, même dans la classe à côté, le mur de soutènement s'est fissuré aussi. Moi, je suis avec les petits. Alors, on a fait des exercices pour leur apprendre à se confiner sous les tables si jamais il y a un tremblement de terre. Mais avec les petits, moi je sais que quand on fait l'exercice, il y en a 1, 2 ou 3 qui restent sur le banc, qui n'ont pas encore bien compris ce qu'ils devaient faire. C'est assez inquiétant. La sécurité des élèves est la priorité de la mairie. D'autres dispositions pourraient être prises dans les jours à venir. Et dans un communiqué envoyé aujourd'hui, le maire de Mamoudzou appelle ses administrés au calme et à ne surtout pas céder à la panique. Il rappelle qu'un séisme n'est pas prévisible. Mohamed Majani invite les personnes ayant recensé des dégâts sur leur logement à se rapprocher et à aller signaler au Centre communal d'action sociale à la mairie de Mamoudzou. Dominique Saurin, bonsoir. Bonsoir. Des écoles, des maisons qui menacent de s'effondrer, une population désemparée. On sait qu'un essaim de séisme peut durer plusieurs mois. En cas de dégâts plus importants, plus graves, un cas de séisme plus important, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement ? Non, tout d'abord, il faudrait parler de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a en effet une série de séismes en essaim, parce que c'est le terme qui se produit maintenant depuis le 10 mai. Il y a à peu près 700 séismes qui ont été recensés. La plupart n'ont pas été ressentis par les habitants de Mayotte, mais il y en a ceux au-dessus de 3, 5, 4 peuvent être perçus. La magnitude, c'est l'intensité du séisme. Il y en a qui ont été ressentis beaucoup plus vivement. Et cela correspond, il faut le dire quand même très précisément,
à la magnitude qui a pu être constatée, la fourchette haute, dans le cas, parce que c'est 5,8, le maximum qui a été ressenti et constaté. Cela correspond à la fourchette haute, ce qui a pu être déjà constaté dans la zone. Donc ce n'est pas des éléments totalement nouveaux, mais ça nécessite une forte vigilance. Et ça, je tiens à commencer par ça. J'ai réuni aujourd'hui un certain nombre de maires. J'avais invité tous les maires à venir à la préfecture, et nous l'avions déjà annoncé la semaine dernière. Mon directeur de cabinet était sur place d'ailleurs lundi dans le secteur de Vendrélé pour justement indiquer ce qu'il convenait de faire. Il s'agit de recenser tous les cas de fissures dans les bâtiments qui accueillent du public, et également les bâtiments privés, pas seulement, donc pour qu'on puisse voir l'ampleur des dégâts et si cela entraîne des risques pour les personnes qui fréquentent ces bâtiments. Les enfants, en premier, dans les bâtiments scolaires. On en parlait avec la vice-rectrice encore aujourd'hui, de façon à ce qu'il y ait un contrôle systématique et qu'on puisse faire passer, je dirais, les représentants des bureaux d'études qui sont chargés d'estimer s'il y a un danger ou pas en termes d'effondrement du bâtiment. Donc c'est ça, pour ces personnes, qu'est-ce que vous prévoyez justement là ? Alors, la première chose, c'est jusqu'à présent, nous avons eu à Mamoudzou un cas dans un immeuble où il y a eu des fissures et il a été confirmé. C'est un immeuble en coursive dans lequel et le propriétaire a réalisé les travaux. Il fallait étayer ces coursives pour éviter tout danger. Donc c'est du cas par cas et il s'agit de voir, et c'est pour cette raison que nous avons demandé à ce que soit signalé à la préfecture via les mairies la situation exacte en termes de fissures de bâtiments et de fissures de terrain aussi. Alors, on n'a pas constaté de fissures sur les terrains. La géologie de Mayotte ne s'y prête peut-être pas beaucoup, mais par contre, il y a un principe de précaution, parce qu'on ne peut pas prendre de risques, par rapport notamment aux enfants, mais à tout immeuble pour lequel d'habitation... Ces écoles qui vont fermer, si je comprends bien, c'est l'exemple de cette école. Qu'est-ce que vont devenir ces enfants ? Mais d'abord, il faut vérifier quelle est exactement la situation et s'il y a risque ou pas pour le bâtiment. Est-ce qu'il faut l'étayer ? Est-ce que ce sont des fissures de plafond, je dirais de placo, ou est-ce que ça affecte la structure du bâtiment ? C'est ça qu'il faut vérifier. Il y a un constat visuel. Ça fait 2 semaines que la terre tremble à Mayotte et aujourd'hui, les seules informations dont nous disposons, c'est qu'il s'agit d'un essaim de séisme lié à des mouvements de plaques et qu'il ne faut pas s'inquiéter. N'est-il pas temps de mobiliser des moyens scientifiques, le Marion Dufresne, pour avoir plus de précision scientifique sur ce qui se passe ? Marion Dufresne n'est pas forcément l'outil qui est utilisable. Là, il y a des mesures qui sont faites et sur la situation. On voit qu'il y a donc cet essaim avec des séismes qui peuvent aller jusqu'à 5,8 le maximum. Autrement, se sont tous situés en dessous de 5,5. Oui, mais on sait qu'actuellement, il n'y a pas les moyens nécessaires pour analyser le phénomène à Mayotte. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de moyens ? Le phénomène, la fissure, n'est pas à Mayotte, elle est à 50, et ça, les chiffres le confirment, sont à 50-60 km de Mayotte. Donc c'est un phénomène qui est connu, qui est analysé, qui est suivi. D'ailleurs, on voit bien que ce que fait le BRGM, qui est l'Institut français, qui suit à Mayotte, ces données correspondent globalement. Oui, mais non, on n'a quasiment rien comme données en dehors des distances et de la magnitude. On n'a rien comme information. C'est ce qui est connu aujourd'hui dans les médias. On ne peut pas avoir d'autres informations avec des études Cela plus poussées. nécessiterait des études beaucoup plus lourdes et qui ne se feraient pas en 8 jours de toute façon, parce que la fissure est à 4000 mètres de fond. Donc, ces mesures sont suivies comme dans d'autres parties du monde où il y a des séismes de ce type qui se produisent. Donc, ce suivi est fait. Ensuite, il y a les services qui sont mobilisés pour assurer la sécurité. J'ai eu l'occasion de le dire. Il s'agit des services de l'État, de police et gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de l'armée également qui peut être mobilisée en cas de besoin, s'il y avait des dégâts plus importants qui apparaissaient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc cette mobilisation Donc pour l'instant, on est dans l'attente. Je tiens à le dire, c'est l'attente. Un séisme ne se prévoit pas. Contrairement à ce qui a été, je crois qu'il faut dire, parce qu'il faut être en vigilance, en alerte, et les enseignants ont raison de l'être dans les écoles
dans le reportage qui a été montré, ça c'est légitime, mais un séisme ne se prévoit pas. Merci. On ne peut pas dire qu'à 15h, il va y avoir demain un séisme. Dominique Serin, restez avec nous. Nous allons oui. maintenant aborder un deuxième volet, immigration, avec ce nouveau sous-préfet qui est arrivé à Mayotte. Le sous-préfet chargé de l'immigration, et c'était l'une des principales demandes de l'intersyndicale et du collectif à la tête du mouvement contre l'insécurité et l'immigration. La ministre de l'Outre-mer y a répondu favorablement. Julien Kerdancuf est donc arrivé à Mayotte il y a 10 jours. René Lattaste et Farou Seni l'ont rencontré ce matin lors de sa toute première conférence de presse. De là à dire que c'est sûr. Il était très attendu. Son poste de sous-préfet est unique en France. Il a été présenté ce matin à la presse par le préfet, dont il sera le bras droit en matière d'immigration clandestine. Ce poste est une annonce de la ministre des Outre-mer qui est venue en mars puis en mai dernier à Mayotte pour coordonner l'action des services de l'État en matière de lutte contre l'immigration clandestine, d'une part, pour avoir un travail partenarial avec les élus et les représentants de la société civile, pour co-construire cette lutte contre l'immigration clandestine, et puis enfin pour agir en profondeur sur la lutte contre l'immigration clandestine, sur tout ce qui fait vivre cet écosystème clandestin, tout ce qui permet à des étrangers en situation irrégulière de se maintenir sur le territoire. C'est le travail illégal, l'habitat illégal, les reconnaissances frauduleuses de paternité, par exemple. Une mission qui est dans sa phase d'écoute. Écoute de tous, sans exclusion. La méthode, tout d'abord, c'est de consulter, de s'informer. Je viens d'arriver. J'ai déjà travaillé sur le sujet depuis à peu près 2 à 3 semaines avec les administrations à Paris, avec également mes collègues et les services opérationnels ici à Mayotte. Et puis c'est aussi de rencontrer les élus, les maires, les représentants des sociétés civiles, les différents comités intersyndicales pour connaître leurs attentes. D'ici la fin de la semaine, mise en place d'un état-major élargi et un volet judiciaire renforcé, avec la création d'un groupe d'enquête contre l'immigration clandestine sous la houlette du procureur et du préfet. Alors après l'ENA, Julien Kerdancuf a été nommé sous-préfet de l'Ain en janvier 2017. Dominique Serin, n'est-il pas contradictoire que la ministre, qui regrettait elle-même il y a quelques mois le manque d'experts d'ingénierie à Mayotte, nomme un sous-préfet qui n'a qu'une année d'expérience dans une fonction sur une question aussi sensible que l'immigration à Mayotte ? Bien, dans le cursus classique d'un sous-préfet, les premiers postes sont consacrés généralement à des postes soit de directeur de cabinet, dont la vocation est de travailler sur la sécurité. Alors, ce n'est pas toujours 100% les cas, mais ce sont les profils. Et Julien Kerdancuf est un jeune fonctionnaire, un jeune sous-préfet, mais qui a déjà une expérience professionnelle assez longue. Avant de faire l'École nationale d'administration, il a eu d'autres expériences professionnelles à l'étranger, notamment, pas liées directement à l'immigration. Mais son profil, il a été choisi, parce qu'il a les capacités, à mener cette mission à mon côté, parce que je le disais, ça va être mon bras droit pour les questions de lutte contre l'immigration clandestine. Donc il a pleinement le profil et l'investissement pour faire ce travail. C'est le profil classique. La différence, c'est qu'à Mayotte, compte tenu de l'importance de ce sujet, j'ai à la fois un directeur de cabinet qui va garder ses fonctions classiques en matière de sécurité et, je dirais, d'animation d'un cabinet de préfet. Et j'aurai donc un autre sous-préfet. Et ça, c'est l'exception, parce que ça n'existe pas ailleurs. C'est le seul poste de ce type qui existe en France, avec un sous-préfet qui va se consacrer à la lutte contre l'immigration clandestine. Parce que le sujet, en effet, est important ici à Mayotte. Donc on va continuer. C'était un engagement de la ministre. Ça a été tenu. Julien Kerdancuf est arrivé, il a été nommé, il a fait rapidement ses bagages et il est ici à Mayotte. Justement, sur cette question, dernière question, est-ce que le gouvernement a réussi à trouver une solution à la crise avec les Comores sur les reconduites ? Et si oui, quand est-ce que ces reconduites vont repartir ? C'est l'objectif qui poursuit, parce que quel est notre objectif en matière de gouvernement ? C'est d'aboutir à des reconduites comme cela a été le cas avant, c'est-à-dire des reconduites qui se produisent tous les jours, comme cela a été pour tenir compte des flux qui arrivent ici à Mayotte. Parce que j'ai eu l'occasion de dire, il faut qu'on règle cette question de l'immigration clandestine. Parce que sans la résolution de cette difficulté, nous continuerons à avoir des problèmes d'organisation des services publics, de maîtrise des flux dans certains services, vous n'avez pas répondu à comme la les question, hôpitaux, mais j'y arrive.
Et cette question de ces reconduites régulières se pose toujours aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'accord avec le gouvernement comorien. Il y a des reconduites ponctuelles qui ont pu se faire précédemment. Il faut que nous revenions à la situation antérieure, qui est celle de reconduite quotidienne, compte tenu des afflux quotidiens qu'il y a ici à Mayotte. Merci, monsieur le préfet. Donc, si je comprends bien, toujours pas de reconduite pour l'instant. Merci à vous. Passons maintenant au dossier de cette édition avec un fléau qui touche Mayotte de plein fouet, la déforestation. Les spécialistes sont catégoriques. Si aucune action d'envergure n'est menée, dans 10 ans, il n'y aura plus de forêt à Mayotte. Pour lutter contre les cultures illégales à l'origine de ce problème, les services forestiers de la collectivité, de la DAF et de l'ONF ont décidé de joindre leurs forces. La semaine dernière, leurs agents étaient à Songorombili, sur les hauteurs de Vaïbé. Génial Atoumani et Géraldine Lui les ont suivis. Regardez. Devant notre caméra, ils sont une quinzaine à s'enfoncer dans la forêt de Maïvadouane. Des agents de la collectivité, de l'ONF et de la DAF, accompagnés exceptionnellement par le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. L'objectif ce jour-là, détruire les cultures illégales, une opération à haut risque. Sans la présence des gendarmes ou de nos collègues de l'ONF qui sont armés, on se fait agresser, menacer, insulter. Nous, pour notre sécurité, on préfère travailler en collaboration avec la police ou la gendarmerie. Pour ce type d'opération? Voilà, pour ce type d'opération. Quand on est en surveillance normale, on est juste entre nous. Relever les infractions dans le domaine forestier et tenter de dissuader les malfaiteurs, un éternel recommencement pour ces hommes. Nous sommes donc dans une forêt départementale et là nous assistons à ce qui se passe régulièrement donc, dans nos forêts, dans les forêts de Mayotte, c'est-à-dire de la déforestation, de la coupe aussi d'arbres qui permet soit faire des ustensiles de cuisine et autres. Et donc ça génère bien sûr une économie parallèle. Effectivement, on ne peut pas dire que ce soit optimiste pour l'avenir des forêts de Mayotte, quoi. C'est pour ça que la présence du terrain sur le terrain est très très importante, quoi. Faut pas lâcher le terrain, quoi. Un terrain dense, hostile et pourtant... Là, on est sur une parcelle où on voit bien comment ils procèdent. Donc, ils défrichent toute la végétation basse. Ils ne touchent pas les grands arbres. Pour l'instant, c'est pour ne pas éveiller nos soupçons, tout ça. Et après, une fois qu'ils ont planté, là, ils s'attaquent aux grands arbres, quoi. En s'enfonçant un peu plus dans la forêt, même constat de désolation ou plutôt de détermination de la part des contrevenants, difficile à identifier, nous dit-on. Tous ces taches rouges, ça fait partie des parcelles qui étaient levées au préalable par les agents, après leur patrouille, là où ils ont constaté justement des parcelles qui étaient mises en culture. Donc là, précisément par rapport à cette carte, là vous indique sur le point de ce GPS, on se trouve à peu près par ici. Donc là, on va se diriger sur la parcelle qui est visiblement au bord d'une ravine, de la rivière. Là, on va retrouver encore des plantations, des bananeraies ou aussi des maniocs là-dessus. Auparavant, carrément, il y avait des piments, des salades, des tomates ici. On les a détruits il y a 2 ans avec le PSIG, la gendarmerie. Et puis cette année, il y a 1 an, ils ont remplacé par les bananeraies. Ici, dans le canton de Songorombili, on estime que plus d'1 hectare de forêt a été remplacé par des cultures destinées à la vente, des bananes, manioc, songes et autres plantations qui passeront ce jour-là sous la machette de ces agents. Des produits qui ne finiront pas sur les bords de route, mais ces agents se préparent déjà à d'autres interventions du genre. Autrement dit, la fin du jeu du chat et de la souris n'est pas pour aujourd'hui. La faune et la fleur de l'île restent pourtant un vrai moteur de développement économique. L'écotourisme était d'ailleurs l'objet de la conférence de presse organisée par l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien. Des actions sont menées pour booster cette filière financée par l'Agence française de développement. Écoutons la vice-présidente de l'UCCI Océan Indien au micro de René Latas et Farah Osseli. Il y a 2 ans, on a identifié en fait au niveau des îles de la zone l'écotourisme comme étant une filière porteuse pour le développement de nos îles. Donc en 2016, en fait, on a signé une convention de partenariat avec les îles Vanille
Et la première phase a été de faire un diagnostic au niveau de nos territoires que nous couvrons. Donc nous avons réalisé un diagnostic sur les 6 territoires que l'UCCIOI couvre. Ça a permis d'identifier en fait l'offre existante, également d'avoir une première approche pour la qualifier. Donc ensuite on a mis dans le tour de table des institutionnels. Donc le Mayotte a été représenté par le comité du tourisme pour travailler en fait sur un projet de PAC écotouristique pour favoriser en fait les échanges entre les îles. Et en janvier, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt au niveau des différents territoires. Et donc aujourd'hui, nous avons 11 agences réceptives qui se sont identifiées pour pouvoir participer à ce projet pilote. 4000 enfants à vacciner en 6 semaines. La campagne de vaccination pilotée par l'ARS Océan Indien a commencé ce lundi en Petite Terre. Toute la semaine, 2 centres de vaccination temporaires seront ouverts au public dans les communes de Pamandzi et l'Abattoir. Cette opération d'envergure vise à étendre la couverture vaccinale sur l'île. Hachim Saïd Hachim et Assadir Azafitsen. Surtout, ne croyez pas qu'on maltraite les enfants. C'est un centre de vaccination temporaire. Plusieurs dizaines de familles attendent leur tour. L'accueil est la première étape de ce parcours vaccinal de rattrapage. 2 postes dédiés à l'enregistrement purement administratif. À cette étape, la suite du parcours est conditionnée à la température du corps. Pas de vaccination si elle excède 38,5. Après les formalités et le consentement des parents, les enfants sont prêts pour la vaccination. Mais pas tous. Ce premier jour, 3 lignes de vaccination sont prévues. Elles sont composées d'infirmiers d'État et de médecins de la réserve sanitaire, des professionnels de santé formatés à résoudre tous les problèmes. Allez, à toi. 1, 2, 3. Et ça y est, ça y est, c'est la caméra. Et ton petit pansement, regarde. 3 vaccins, c'est le maximum de traitement possible si le carnet n'est pas à jour. Après 30 minutes d'observation, sans réaction, les enfants vaccinés peuvent enfin repartir. Aujourd'hui, on a vacciné mon fils 3 vaccins. Ça fait 30 minutes que vous attendez. Comment vous le voyez, votre enfant? Ça va, il va bien, il s'amuse, il bouge, c'est bon. Il est en bonne santé. Aujourd'hui, une question se pose. Pourquoi la machine à vacciner a-t-elle déraillé? Je pense que c'est un faisceau de conjonctures qui ont abouti en effet à un déficit de couverture vaccinale des jeunes enfants. D'une part, une problématique d'approvisionnement en vaccins récurrent. D'autre part, un problème au niveau des PMI, au niveau des ressources humaines, pas suffisamment de monde. Et un troisième faisceau qui est donc l'explosion aussi des naissances à Mayotte, qui a fait que ces 3 conjonctions ont fait qu'il y a eu petit à petit un déficit de couverture vaccinale et les enfants, certains enfants ont échappé. 100 000 vaccins seront disponibles sur le territoire durant cette campagne pour combler les retards. 30 000 à 40 000 enfants est l'objectif à atteindre en 6 semaines. Après cette campagne de rattrapage, le département pourra-t-il prendre le relais et assurer la continuité? L'avenir nous le dira. Comme chaque mercredi, Miss Baoudine Bakar vous donne rendez-vous dans le Kalaodala. Ce soir, différents acteurs de l'éducation sont réunis pour aborder la question des aides du conseil départemental aux étudiants. Il sera aussi question du premier bilan des premières sélections orchestrées dans le cadre du logiciel Parcoursup. Miss Baoudine, pouvez-vous nous en dire plus? Bonsoir Alda, bonsoir à tous. L'année scolaire va bientôt toucher à sa fin. Nombreux sont les lycéens qui s'interrogent sur leur prise en charge. Le conseil départemental vient d'annoncer son désengagement en quelque sorte sur les bourses des lycéens. L'État prendra-t-il en charge cette mission? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Qu'en est-il pour les étudiants et les études dans tout cela? Élément de réponse dans quelques instants, juste après le journal en maoré. Et j'aurai comme invité des parents d'élèves et le directeur de la commission d'octroi des bourses et des aides du conseil départemental. Restez avec nous, Foutarin Djema, et à tout à l'heure. Kalaodala, c'est juste après le journal en maoré. L'handicapable le plus célèbre de Mayotte est de retour sur l'île. Un comité d'accueil attendait Dr Léo hier après-midi à l'aéroport. Un
hommage à celui qui vient de faire le tour de l'île de la Réunion à la seule force de ses bras. 230 km parcourus en compagnie de 3 autres handicapables réunionnais. Écoutez sa première réaction. Il est au micro de Assad Razafitsein. C'est très important de prouver à Mayotte, à La Réunion et au monde entier qu'on est capable, parce que c'est avant tout pour les personnes qui sont en situation de handicap, ensuite pour les valides. Quand je dis en situation de handicap, parce que ces personnes-là ont besoin d'avoir un espoir, ont besoin d'avoir une image qui va les revaloriser et qui va leur permettre d'avoir confiance en eux. Donc oui, c'est important. Et pour les personnes valides, c'est important qu'ils se rendent compte que le handicap n'est pas une fatalité et surtout que le handicap, tout le monde est concerné. Et dans la rubrique Les mercredis de l'UNSS, direction la plage d'Ilodi, où une centaine d'élèves issus de différents collèges de l'île participaient au Raid des jeunes, compétition qui s'est déroulée tout au long de la journée. Ce matin, Génial Atoumani et Géraldine Lui étaient sur place. Sport et activités nautiques à l'honneur ce mercredi à l'occasion du Raid des jeunes. Compétition à laquelle ont participé les collégiens de Dembeni, Doujani, Passamenti, Chiconi et Dzoumogné, soit près de 70 élèves encadrés sur mer comme sur terre par leurs professeurs de PS. Une journée placée ici sous le signe de la découverte pour beaucoup. Le vélo, c'était comment? C'était bien. Fatigant ou pas? Fatigant. C'était bien, mais c'était fatigant. C'est la première fois que tu fais du kayak? Oui. Les journées sont intéressantes parce qu'on a fait des activités que je n'ai jamais fait ça avec mes amis, avec mes profs, qu'on est en 6e 6. Là, on est joyeux avec mes amis. Il y en a deux qui vont être, on va dire, qui sont plus forts dans le groupe. Les deux qui sont plus forts, ils vont faire les parcours qu'on appelle fouine, d'accord? Ceux qui sont moins forts, ils feront les parcours taupe, d'accord? Pour ce raid, 14 équipes ont été formées autour de 4 disciplines, dont la slackline. C'est amusant, compliqué et un peu fatigant. Donc on a choisi la natation, le kayak, la slackline aussi, qui est un peu une activité qu'ils vont découvrir, et la course d'orientation. L'objectif, c'était de créer un événement pour les plus jeunes, justement, parce que l'offre sportive sur Mayotte est assez démunie pour les 11-13 ans. Donc voilà, donc ça c'était le premier objectif, atteindre les jeunes qui fassent du sport, c'est les futurs champions de demain. Deuxième objectif, c'était également d'apprendre à organiser un événement. Donc comme vous voyez, on a des jeunes organisateurs qui étaient soit jeunes arbitres, soit à l'organisation. Et on a aussi des jeunes coachs, vous avez vu. Donc c'est vraiment une prise de responsabilité chez les élèves. Voilà, on essayait que ce raid soit un raid citoyen en fait. Si tout le monde n'a pas gagné, ce raid citoyen aura en tout cas permis aux élèves de passer une belle journée ensoleillée à la plage. Et le classement de l'épreuve est tombé en fin de journée. Dzoumogné remporte la première place, suivi de Dembeni et Passamenti. Le collège de Chiconi remporte le prix du Fair Play. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle le principal titre de ce journal. Les dégâts liés au séisme à répétition se multiplient, des habitations mais aussi des bâtiments publics touchés. La population attend des actions fortes de la part des autorités. Dans un instant, Darwesh Daou pour l'édition en maoré. Demain matin, Njira Kotonda Velo reçoit Zoromoro dans le Zakweli. Très bonne soirée à tous.